Bonsoir Clémentine Autain, je suis ravi de te recevoir. Bonsoir, C'est un vrai plaisir. très heureuse de dîner avec toi. Tu sais que ce restaurant s'est mis en 4 pour te cuisiner quelque chose de gluten-free et donc Je suis gluten pas très tolérante, donc je Ouais. préfère pas en manger parce que Ouais. comme ça j'ai pas mal au ventre. Saucé. tu fais gaffe à ton alimentation et l'alimentation qui, et là on rentre tout de suite dans le vif du sujet, est l'un des thèmes phares de ta campagne à la primaire de la prochaine élection présidentielle de 2027. Si on a une primaire, Inch'Allah, si on a une primaire. voilà, parce que pour l'instant ça a du plomb dans l'aile et donc j'invite celles et ceux qui nous regardent à aller signer la pétition Oui. qui a été lancée dans Libération par un certain nombre de personnalités comme Vanessa Springora, comme, bon on va pas faire toute la liste, mais voilà un certain nombre de personnalités qui ont dit bah maintenant il faut faire la primaire, il faut un mode démocratique pour désigner une candidature commune et on vous appelle à la faire. Donc j'espère qu'elle va avoir lieu, mais enfin tu as vu qu'au Parti Socialiste c'est la grande crise et la remise en cause de cette primaire, Ouais. que Mélenchon a décidé de toute façon d'y aller. Mélenchon, tout seul. Mélenchon, pardon, qui dit de toi, qu'est-ce qu'on va faire d'une fille qui boit de la tisane et se couche à 21h? Ah, ça c'est vieux, Ça, il a c'est dit ça il y a vieux. très longtemps, c'était ouais, c'était même plutôt drôle quoi. Ouais, c'est ironique, C'était bien sûr. sympathique. Ouais. Non, le but, c'est pas de créer une énième polémique. Non, non, Je pense c'était qu'il en a plutôt déjà drôle. suscité. À l'époque, je pense que c'était des mots qui étaient amusés et Ouais, sympathiques. quoi. ouais. Non, mais puis c'est pour te dire aussi que t'es voilà, que t'es très Sérieuse. sérieuse, c'est ça, hein. très Ouais. cadrée, très structurée, quoi. Bah, je pense que quand on fait de la politique voilà, au niveau où je suis, c'est difficile quand même de le faire sans avoir une certaine rigueur dans la vie. Ouais. C'est assez logique. Ouais. on T'as quand travaille- même t'as quand même des députés, des ministres, pris la main dans le sac, cocaïne, alcool, nanani. Non, ouais, non, moi je dors. Ouais, toi, tu- Bah, chacun a ses recettes. Pas de après, hein. preuve. Après, chacun a ses recettes et fait Ouais. comme il est, comme il le sent. Je Ouais. ne veux pas donner de leçons, mais moi, il me semble que pour arriver à tenir dans la durée, et quand je dis tenir, c'est pas simplement tenir physiquement et faire ce qu'on a à faire, c'est aussi garder sa capacité à lire, à penser. Parce que quand on est trop fatigué et quand on est pris par le moulin, surtout maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, tu vois, t'es pris par un blrrr en permanence. Et moi, je sais que si j'atteins un stade où j'ai je suis trop fatiguée, en fait, je perds ma capacité à voir encore un peu loin, à pouvoir lire. Et c'est quand même important, non? C'est hyper De important. réussir à travailler toujours au sens travailler au sens de passagité, pas être toujours en représentation, mais d'être aussi dans la réflexion et la projection un peu lointaine. Non, mais et travailler, oui, travailler et pour avoir aussi un cheminement qui est à votre. Par exemple, toi, tu t'en caches pas. Moi, je trouve ça hyper admiratif de dire, comme Sandrine Rousseau, par exemple, a pu le dire aussi il y a quelques temps, je suis candidate à l'élection présidentielle, comme Marine Tondelier aussi. Tu vois, je suis candidate à l'élection présidentielle. Donc, c'est déjà une responsabilité énorme dans une politique. Mais ça, on va y revenir sur la virilisation de la politique et tout. Mais quand on est une femme en plus, et oser le dire, et en plus dire, voilà, moi, je sens, je sais, je pense que ça possible de gagner. Tu vois, il y a tout un truc, oui, effectivement, tu peux pas faire n'importe quoi de tes journées, n'importe quoi de tes soirées, quoi. Non, il faut le prendre au sérieux. Ouais. Moi, ça fait des années que je me prépare et donc c'est quelque chose que j'ai pris très au sérieux et qui suppose en effet de réorganiser sa vie. Pour beaucoup de responsables politiques, quand on est aussi à la tête d'une organisation, qu'on est député, qu'on a des électeurs, des habitants dans sa circonscription avec lesquels il faut nouer un lien, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est normal d'avoir une vie un peu organisée autour de ça. Ouais, complètement. Mais chacun règle après son rapport aussi au stress. Ouais. La politique, c'est quand même très violent, très stressant. Et donc, chacun régule aussi à sa manière. Voilà. Est-ce que tu t'es pas dit. Donc, moi, c'est vrai que ça passe par un certain nombre de règles pour essayer de tenir la forme et la capacité de travail dans la tête. Est-ce que tu n'as pas eu envie de te dire parfois, parce que moi je vois à quel point, j'ai jamais fait de politique, tu vois, mais je vois à quel point ça peut être fatigant de fou quand tu prends, genre vraiment Ouais. les médias, l'opposition, les lobbies, tu vois, tout ça, qui te font de la pression tout le temps. Je pense qu'on n'a même pas idée de ce que c'est, tu vois. T'as pas envie de te dire parfois, vas-y, fuck off, j'ai envie d'autre chose, quoi. Tu vois. Mais ça, c'est... Toi, Si, t'es on a fille tous d'artiste, ça. t'es fille d'artiste, Oui. toi, t'as écrit des bouquins, Mm. tu vois, t'as joué dans un film. Comment vous pourriez adapter ça? Tu vois. Non, ce qui rend très libre, c'est d'avoir fait autre chose dans ma vie, de ne pas avoir toujours été élue et d'avoir cette conviction en moi-même que je peux faire autre chose. Et ça, pour moi, c'est fondamental en politique parce que c'est ce qui donne de la liberté. C'est pas le mandat, la politique au sens institutionnel du terme, Ça, c'est très ou mec. rien, C'est très mec, ça. ou rien.
Non, je sais pas si c'est très mec. Ok. Je sais pas si c'est très mec. Non, non, non. Ouais. Il y a des femmes qui peuvent aussi être très attachées à ça. Non, mais Mais- dans le sens carriériste du terme, genre vraiment Ouais. pour la carrière, Oui. et pour l'ambition, et pas grand chose pour l'engagement, quoi. Mais on peut être engagé au début, avoir beaucoup de convictions et puis se retrouver prisonnier d'une certaine manière. Voilà, prisonnier. Et moi, j'ai toujours voulu ne pas être prisonnière de ça parce que j'ai pensé que c'était aussi ma liberté de ton, ma liberté de conviction qui était en jeu dans le fait de, dans ma tête, savoir que je peux faire autre chose. Ouais. Après, donc, il y a toujours un moment où là, on peut se dire on en a marre, mais c'est aussi une blague. Tout le monde a... C'était Bertrand Delanoë, on disait toujours, lui c'était Bizerte, hein, la tentation de Bizerte, on appelait ça. Donc je pense que tout le monde, même ceux qui sont au sommet de l'État, ont toujours un moment, une seconde. Ben voilà, ce petit rêve, donc lui c'était bizarre, ce petit rêve. Je sais pas si tu connais cette chanson de Jeanne Moreau, La vie de cocagne. Non. Bah voilà, c'est typiquement ça, c'est une chanson. Redonne, si tu veux. Est-ce que je vais... Merci. Ah, c'est la qui arrive. Est-ce que je vais réussir à te la Merci beaucoup. redonner? Et j'ai même pas dit qu'on était au Bistro Bozza. Ah bah c'est Départ. important quand même. Vraiment désolé, Thibaut. Regarde, Le Bistro Bozza, Paris 19, Bozzaris, la frappasse. Voilà. la frappasse, c'est très joli. Très joli restaurant. T'as pas envie de mettre, genre dans ton slogan, mettre la France frappasse? Donc cette chanson, Oui, cette chanson, pardon. qui est une jolie chanson Oui. de Jeanne Moreau. Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qui aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Et elle est au coin du feu et elle s'arrête et elle fait rien et elle prend le temps, elle est avec son amoureux, enfin tu vois, ses chats, ses chiens, ses enfants. Et puis à la fin, c'est quand elle est dans les embouteillages dans sa voiture et elle rêve d'une autre vie en fait. Et à la fin, en fait, ben non. Mais il y a toujours quelque part, on a envie de se rêver aussi Cette une fenêtre, autre ouais, vie, tu cette vois. fenêtre un peu. Se rêver d'une autre vie. Tu l'ouvres parfois cette fenêtre un peu, tu te dis bon. Elle est vite refermée. Elle est vite refermée. C'est vrai que, bien sûr qu'elle peut prendre, mais elle est vite refermée. On est happé. Il y a la politique, il y a quelque chose qui est un peu viscéral. Moi, j'en ai toujours fait, même en n'étant pas élue. Il y a plusieurs manières. C'est plus l'engagement, en fait, aussi qui me tient. Être engagé, toujours être engagé. Ouais. Et Oui, ça partira jamais. Je Très crois. bien. Ça fait partie de ma vie, de moi. Ouais, c'est ça, c'est fighting spirit. En fait, Ouais. c'est pas genre un truc que tu te forces, quoi. Non. Voilà. Très bien. Non, non. La forme que ça prendra, le rôle que j'aurai, évidemment, il peut se discuter. Ouais. Mais et là, comment on fait? On mange avec le micro, là, comme ça? On mange, ouais, vas-y, hein, Oui. franchement, hein. Bon appétit. Ouais, appétit. Et donc, justement, là, on parle d'alimentation, très bien, transition magnifique. L'insécurité, ça commence dans l'assiette pour toi. Exactement. Là, on va pas décortiquer ce qu'on mange, mais ma bataille Mais du vaut moment... pas. Non, Ah ouais, ma Non, bataille du moment, c'est le cadmium. On va en parler de ça, ouais. Ouais, encore là, mon assiette... Si, dans le crouton, là, tu vois, dans le crouton. T'arrives à voir que c'est du cadmium dans le. Non, j'arrive pas à le voir, Ah. mais je sais qu'il y a du cadmium. Il y a du cadmium dans les pâtes, dans le pain, Oui, dans les dans pâtes, ta ouais. pizza, il y en a plein. Ouais. Il y en a dans le chocolat, il y en a dans les céréales du petit déjeuner. Il y en a dans... Enfin, c'est tellement partout et dans l'alimentation, j'ai envie de dire, de base. Mais en fait, c'est extrêmement dangereux. Donc, 1 sur 2 parmi les Français contaminés au cadmium a des taux qui sont des taux d'alerte de la part des agences sanitaires. Alerte rouge, quoi. Oui. En gros, il faut avoir moins de 20 mg par kilo pour, dans les engrais phosphatés. En fait, pourquoi il y a du cadmium? C'est parce qu'on met des engrais phosphatés qui ensuite se retrouvent dans nos assiettes. Hein, c'est des agriculteurs, en fait, ils prennent ce... Et ce cadmium, il est dans nos engrais, il est naturellement présent. Donc c'est du Hein, métal, d'accord. c'est du métal transformé. C'est un métal lourd Ouais. qui est à Cancérigène. l'intérieur cancérigène, avéré. Et ça, on le sait depuis longtemps, depuis 1993. On sait que c'est un cancer avéré, un cancérogène avéré, pardon. Et pourtant, l'État ne fait rien. Et en France, on est particulièrement cadmiumé, si j'ose dire. Donc, je parlais tout à l'heure des 20 mg par kilo, qui sont la recommandation de l'ANSES. L'Union européenne dit 60 mg. Et nous, on va jusqu'à 90. Et donc, les Français sont 3 à 4 fois plus contaminés que, par exemple, les Anglais, les Allemands ou les Belges. Et la France, elle savait depuis 2019. Alors, 2019, il y a eu un rapport de l'agence sanitaire de l'ANSES Ah ouais. qui alertait déjà. Et là, il vient d'y en avoir un nouveau Ouais. qui alerte en disant que la population française est vraiment surcontaminée par le cadmium. C'est un scandale sanitaire, une bombe sanitaire, cet avère. Et c'est aussi un peu un scandale comme l'amiante. C'est-à-dire qu'il y a les répercussions sur notre santé,
dont on mesure maintenant les effets. Même niveau, l'amiante et le. Il faut savoir quoi, c'est cancérogène, mais pas seulement. Ça a beaucoup d'effets sur l'ostéoporose. Ça crée aussi des maladies rénales. C'est un trouble de la fertilité, avéré également. Bon, donc je ne vais pas faire toute la liste, mais en fait, il y a différents problèmes de santé qui peuvent être générés par une surcontamination au cadmium. Ça veut dire que nous, nos enfants, sont dans la merde. Nos enfants, ils sont très, 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 très contaminés, plus que nous. Les enfants, les classes populaires, sont surcontaminés. Oui, parce que c'est les trucs premier prix. En général, ce qu'on trouve le taux de Premier cadmium le prix plus élevé, c'est les trucs Pour les premier prix. classes, exactement, parce que dans le bio, il y a moins de cadmium. Dans le bio, et puis aussi dans la composition de nos assiettes, on sait que les classes populaires mangent davantage de féculents, moins de fruits et légumes. Donc en fait, effectivement, il y a une dimension aussi de classe dans l'atteinte de ce cadmium. Et les enfants qui mangent beaucoup de céréales, beaucoup de pâtes, donc ils sont hyper cadmiumés. Le mot est dur à dire, le cadmium. Amiante, le cadmium est un nouveau scandale d'État parce que vous savez et vous ne nous protégez pas. Le rapport de l'ANSES met une nouvelle fois en lumière le danger de ce métal lourd pour notre santé. Oui, le cadmium est un poison, cancérogène avéré et reconnu depuis 1993. Quand je dis c'est un scandale d'État, non mais ça me rend dingue, c'est que c'est comme l'amiante, ils savent et ils ne font rien, strictement rien. Moi j'ai déposé une proposition de commission d'enquête l'année dernière, refusée par Yael Braun-Pivet. Le rapport, tu en as parlé depuis 2019, on sait, il ne se passe rien. Ils ont des arrêtés pour encadrer, c'est pas compliqué, il suffit de réglementer. Et il n'y a pas d'impact pour les agriculteurs parce qu'en fait, décamionner, voilà, le mot devient encore plus compliqué, tu vois. Enlever le cadmium des engrais, on sait le faire par des méthodes chimiques en fait, et qui sont pas chères. Ça coûte 2 euros par hectare, donc c'est vraiment pas grand-chose en fait. C'est pas cher. Ouais. Donc il suffit d'avoir de la volonté politique, c'est-à-dire de réglementer et d'accompagner les agriculteurs pour pouvoir enlever ce cadmium. Pourquoi le gouvernement ne le fait pas? C'est incroyable. Est-ce que tu penses C'est que c'est est-ce qu'il y a scandaleux. une chance que la France Il ne soit nous condamnée? protège pas, il ne nous sécurise pas. Pardon, Oui, oui. t'as vu, je suis en colère. Mais Non, mais je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Bah ouais. Est-ce que tu penses du coup que la France va être condamnée? c'est tout à fait possible, mais là, mon urgence, tout à fait possible. Mais là, l'urgence, c'est que la France agisse. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un site sur lequel on peut aller, cadmium.fr, et faire en sorte d'envoyer une lettre au gouvernement pour les interpeller, pour qu'on ait un phénomène citoyen de masse qui envoie des lettres et leur dire vous ne pouvez pas être dans l'inaction. Les arrêtés, ils sont déjà dans les ministères. Bon, la proposition du gouvernement depuis qu'il y a eu le nouveau rapport de l'ANSES, c'est de dire on va passer à 40 mg par kilo. Donc je refais, c'est à 20 mg on est protégé, en dessous en fait. À 60 c'est la norme européenne et nous on va jusqu'à 90. Mais donc il faut aller en dessous des 20. Il faut aller en dessous des 20 pour être protégé. Est-ce que tu penses Protégé. Est-ce que tu penses que c'est pas un vœu pieux avec toute la franchement avec toute la malbouffe, toutes les bouffes premier prix que tu trouves et tout hyper transformées et tout On a gagné la bataille des PFAS. Oui, c'est vrai. C'est dans le groupe écologique et social Oui, c'est qu'a été menée cette bataille par mon collègue Nicolas Thierry. Formidable bataille. Et il a gagné sur les PFAS. Ouais. Et on a une autre bataille qui va avec, c'est la transparence. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un supermarché, tu prends un paquet de pâtes, tu ne sais pas combien. Quel est son dosage de cadmium, comment tu vas être contaminé. On sait que le Nutri-Score, parce que le problème de l'alimentation, c'est pas seulement le cadmium, mais ni même les PFAS, c'est un problème qui est beaucoup plus global. Et c'est pourquoi je veux vraiment le prendre. C'est un enjeu de santé publique majeur. Puis c'est un enjeu fédérateur. Tu vois, là, on parle, on est en train de manger. C'est aussi un truc, on est ensemble, on cuisine ensemble. C'est un enjeu d'inégalité extrêmement fort. Tout simplement, c'est français, quoi, tu vois. Et c'est hyper français. La bonne bouffe, c'est hyper français. C'est très français. Pas comme aux États-Unis, tu vois, ils bouffent vraiment je pense que c'est des cadmium et tout, ils doivent en avoir des. Alors, ce qui est typiquement toits. français aussi, tu vois, je bois un verre de rouge. À consommer. Je bois pas que de la tisane. Pas à cette heure-ci. Je pense qu'il est 20h. Voilà, en mangeant avec toi, en discutant, je peux boire un verre de rouge. Bien sûr. Faut pas trop en boire, je bois, c'est à Avec- l'image, attention, modération. Modération. Faut trop en modération, Non. mais on a droit quand même. Un plaisir. J'aime bien les vins du sud-ouest. Oui. J'ai une préférence pour les vins du sud-ouest. Et en tout cas, il a l'air d'avoir, comme on dit, une belle robe. Oui, j'aime bien quand ils sont
charpenté. Ouais. Tu vois. Il a l'air d'avoir une couleur un peu genre profonde, tu vois. Oui, j'aime quand Comme le terroir des Sud-Ouest. Ouais. Et donc, Et donc toi, oui, tu veux créer une. C'est pour ça que tu mais j'adore la tisane, hein, que les choses soient claires. Hein. On est bu il y a 1 heure, c'était Je super bois, bon. je combien mais un verre de vin, quand même, c'est bien de temps en temps. Tisane, vin, tisane. Ouais, voilà. Ah, tu vois. Tisane, vin. Je sais plus ce que je te dis. Du coup, ouais. Je disais que c'était plus global et je parlais de l'étiquetage. Le Nutri-Score ou le Yuka, Oui. où tu vas avec ton... Enfin, qui est marqué maintenant, le Nutri-Score, il est sur les paquets A, B, C, D. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça agit énormément sur les comportements alimentaires et notamment des classes populaires. C'est peut-être contre-intuitif d'ailleurs, mais notamment des classes populaires qui, du coup, ont une information sur la qualité nutritionnelle d'un produit et ça aide en fait à mieux faire ses courses tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est important et j'aimerais que le niveau de cadmium fasse partie de ce qui est mis aussi sur les étiquettes, le pourcentage. Comme ça on sait ce qu'on achète. Est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça une affaire de lobby? Mais bien sûr qu'il y a des des affaires, lobbies, bien sûr qu'il y a des voilà. affaires de lobby. Mais il y a aussi plus globalement sur l'alimentation un État qui n'est pas du tout pilote. Et qui n'est pas stratège dans sa façon de dépenser l'argent public pour réorienter, c'est-à-dire permettre que les agriculteurs puissent vivre correctement de leur travail en produisant une alimentation saine que les Françaises et les Français peuvent acheter. Parce que beaucoup ont bien compris que c'était mieux de manger bio, mais il faut avoir les moyens de manger bio. Aujourd'hui, enfin, oui, voilà, de fou, comme tu dis, de fou. Bah, bien sûr. C'est un problème d'argent. Et puis il y a des endroits, il y a du désert aussi. Moi, chez moi, à Sevron-Villepin-de-Tremblay, donc tu vois, c'est 3 villes, tu as plus de 100 000 habitants et il n'y a pas un magasin bio. 0. Donc il y a aussi des endroits où ça n'est même pas Il était accessible. c'est croustillant. Non mais je veux dire, où ça n'est même pas accessible. Ah ouais. Ouais, c'est pas accessible, en tout cas dans ton quotidien, ça ne fait pas partie de ce que tu vois. Et la question du prix est évidemment un frein énorme. Donc il faut abaisser ce prix. Et pour abaisser ce prix, il faut que l'État intervienne. Donc en boostant l'agriculture qui est de qualité, qui est durable, et c'est possible, c'est pas très compliqué de le faire, Alors, en vérité. Vas-y, ouais, pardon. J'ai plein de recettes pour le Vas-y, faire. Et alors, juste, moi, je vais te poser la question qu'on te pose sur tous les plateaux télé. Ouais. Comment tu le finances? Ah bah déjà, en fait, il Comment faut ça changer. sur la baisse des prix, tu vois? Comment tu compenses, quoi? Mais déjà, faut changer. En fait, il y a des enjeux d'affectation des finances qui sont déjà énormes. Ouais. Si tu prends la PAC, qui est la politique agricole commune, mais c'est des flux financiers considérables, mais qui vont pour favoriser une agriculture qui n'est pas vertueuse sur le plan de la qualité de notre alimentation et sur le plan de la préservation des sols. Donc ces sommes-là, il faut les réorienter. Non pas, par exemple, le faire à l'hectare. Aujourd'hui, on a la PAC en fonction du nombre d'hectares, mais par exemple, introduire des critères comme le nombre de paysans. Par exemple, c'est déjà rien que ça, de faire rien que ça, ça modifierait. Ça modifierait. Donc il y a plein de réformes à faire de ce type. Par exemple, si l'État décide que la commande publique, elle est d'abord tournée vers une agriculture durable et de bonne qualité. Voilà, ça, c'est une volonté politique. C'est énormément d'argent public qui permettrait de booster, de développer en fait. Alors, c'est d'abord une volonté politique, mais est-ce que la politique libérale d'aujourd'hui, qui est menée depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est vrai, tu vois, elle peut permettre ça, ce côté un peu, tu vois? Non, elle peut pas. Et c'est pour ça que, et ça, on va venir sur la question de l'union. C'est aussi la question des marges des distributeurs. Oui. C'est du délire. En fait, c'est du délire. Entre ce que produit l'agriculteur et ce que nous, on achète au supermarché, il y a des marges qui sont considérables. Même Par exemple, dans le bio, c'est dément. Même Leclerc? Le bio, par exemple. Le bio que tu vas acheter dans ton hypermarché, il est hyper margé. Pourquoi? Parce que tu es captif. Ils savent qu'ils ne vont pas forcément le vendre à tout leur public, mais qu'il y a un public cible qui a les moyens, et lui, on peut lui mettre un peu sur la tête. De la même manière qu'ils vont avoir des produits, genre Nutella, etc., dont ils savent que c'est des produits que les gens viennent chercher. Donc ça, ils vont casser un peu le prix, à l'inverse, pour avoir un produit d'appel, en fait. Ouais. Tu vois, des produits d'appel. Donc ils ont des stratégies pour faire des marges. Et le bio est très margé dans les supermarchés. Il faut responsabiliser ceux qui font des marges hallucinantes et leur dire Exactement. maintenant vous allez quand même donner un peu plus, quoi. Encadrer. Mais là aussi ces c'est une histoire marges. de lobby, c'est pour ça que je te dis c'est une question de volonté politique et tout là. Et c'est une transition assez habile avec la question de l'union. Est-ce que toi tu te dis voilà, pour porter ça c'est possible, tu veux te mettre vraiment dans un truc avec la France Insoumise, faire vraiment
un gros truc autour d'une candidature unique à gauche. Est-ce que ça va passer pour une primaire ou pas, tu vois? Je sais pas. Bah, moi, je suis pour une primaire, je suis Ouais. pour une candidature unique commune de la gauche Dans laquelle il y aura en Mélenchon. 2027. Il a annoncé qu'il ne voulait pas venir dedans. Mais il y a possibilité de le convaincre ou pas? Ça, il faut convaincre d'avoir l'union la plus Tu large. peux le dire là. Ouais, mais moi, je pense que c'est pas raisonnable. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon expliquer que même, en gros, s'il gagne, hypothèse quand même aujourd'hui qui apparaît absolument improbable. Mais il dit même si je gagne, je ne ferai pas d'alliance aux législatives. Mais donc il croit quoi? Qu'il va gouverner la France juste avec les insoumis? C'est l'évidence que non. De la même manière, les socialistes, Olivier Faure a répondu, même Olivier Faure, sous la pression d'une partie plus, comment dire, oppositionnelle, qui ne veut pas de la primaire, qui veut pas tellement de l'union. Eh bien, même Olivier Faure dit « Ah non, il n'y aura pas d'union aux législatives ». Mais c'est dément, en fait. Comment on va gouverner la France dans le système politique actuel s'il n'y a pas, déjà pour commencer, le minimum, c'est-à-dire qu'on ait un pacte de gouvernement entre toutes les forces de gauche et écologistes. Alors, juste, Donc je pense que j'ai le discours le plus raisonnable, Mais alors, rationnel pour gouverner ce pays. enfin oui. Oui, Bah, oui, c'est pas j'entends. évident, non? Oui. Bien, très bien. Mais oui, c'est pareil. Mais par contre, est-ce qu'on n'est pas en droit, et je ne me fais pas l'avocat de l'un ou de l'autre, mais est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire qu'il peut avoir raison d'avoir ce comportement parce que le Parti Socialiste notamment a été quand même bien dans des comptes C'est ça. magnifiques. Et tu vois, le fait que le PS, c'est quand même souvent à coquiner, à lier, notamment sur la question du budget ou des retraites, sur des volets des retraites et tout là, avec le macronisme. Est-ce que voilà, tu es Jean-Luc Mélenchon, tu dis, moi à la base, ces gens-là, je les aime plutôt bien, tu vois. Mais quand tu vas vers les macronistes, bah, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu de. Il a vu des anciens colistiers à lui, des anciens amis à lui se compromettre, se trahir. Et donc il peut avoir la dent dure, c'est pas pour le défendre, tu vois. Oui, non, mais moi aussi. En plus de ça, il a fait des scores incroyables précédemment. Moi aussi, je suis en désaccord avec la stratégie qui a été adoptée par le Parti Socialiste sur le budget. Clairement, je suis en désaccord. Mais on ne fait pas l'union avec des gens avec lesquels on est d'accord. Surtout, Ça, c'est vrai. on ne fait pas l'union avec des gens qui sont nous-mêmes. Ça, c'est On fait l'union avec des gens qui sont différents. Donc il faut réussir aussi à aplanir quelles sont ces différences, ces divergences, à les objectiver et à voir ce sur quoi on peut se mettre d'accord dans un contexte politique particulier qui est celui où l'extrême droite a une longueur d'avance et pourrait prendre le pouvoir. C'est ça le sujet. Donc pareil, Mélenchon, les socialistes nous disent mais on ne peut pas s'allier avec quelqu'un qui a enchaîné des polémiques qui donnent le sentiment qu'il est antisémite. Voilà, et je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu des propos qui ne sont pas acceptables, que je condamne, avec lesquels je suis en désaccord. Lesquels, par Est-ce que exemple pour autant... Epstein, Oui. c'est l'accumulation aussi. Moi, je suis en Lui, désaccord avec ça. il se défend, il dit non, mais bon, à l'ancienne, parfois. on D'accord, doit fouiller les mais noms. moi, ça ne me convient pas et je ne Ouais. suis pas d'accord. Ouais. Voilà, je ne suis pas... Est-ce que pour autant, je pense que la France Insoumise est un mouvement antisémite? Évidemment non. Évidemment non. Bien sûr. Il n'y a même pas de sujet. Les antisémites, ils sont à l'extrême droite. D'ailleurs, Donc faisons attention. Voilà, on a un désaccord. Voilà, j'ai un désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple sur ça. Je pense qu'il méséduque des générations entières avec ses blagues sur Glucksmann, etc. Je pense que ça ne va pas. C'est mon point de vue. Mais il se défend aussi. Hein. je ne tire pas pour conclusion Bien sûr. que la France insoumise est infréquentable, qu'on ne peut plus rien faire avec eux. Ça n'est pas possible. Parce que ça fait perdre la gauche. Et parce que ça n'est pas juste. Et parce qu'on répond aussi à une campagne de nos adversaires qui est... Ultra structuré. Bah oui, parce qu'ils veulent nous faire exploser en deux. C'est ça la logique. Parce qu'ils savent que si on est explosé en deux, bah, nos possibilités de gagner sont amoindries. Donc ils jouent avec ça. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la stratégie de la France insoumise qui bien souvent, malheureusement, donne le bâton pour se faire battre. Donc j'ai un désaccord. Est-ce que pour autant je pense qu'on n'a rien à voir avec les... Mais pas du tout, avec les militants insoumis sur le fond politique. Je trouve ça super intelligent de ta part de le formuler comme ça, sachant que toi, tu as été victime d'une purge parce que tu n'avais pas la veille. Ça, on a été malmenés. Mais moi, je crois pas qu'on fait de la politique aujourd'hui avec des haines cuites Non, mais- et recuites. Ouais. Voilà. Donc moi, y compris les reproches, les ressentiments que je peux avoir à l'égard de la France insoumise, de sa direction, la manière dont elle nous a traités, avec Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet, mon ami Hendrik Davy à Marseille. C'est une séquence qui a été très dure, qui nous a marqués. Et Personnellement, toi ah bah oui, évidemment, bien sûr. Mais je ne Jusqu'à quel point, pardon
Ah bah ça a été dur, bien sûr que ça a été dur. On a... Non, mais de telle sorte que justement, je reviens à la question d'avant, tu as eu envie d'arrêter ou tu t'es posé des Non, questions. pas du tout. D'accord, ouais. Pas du tout à ce moment-là. Ah non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais en revanche, je ne crois pas que c'est à partir de nos histoires, de ce désaccord même qu'on a sur l'organisation interne de la France insoumise, on ne peut pas rester le nez dans ce guidon-là au regard de la grande histoire, au regard de l'arrivée du néofascisme. Enfin, c'est pas du tout responsable de faire ça. Donc moi, je serai responsable pour 5 ans s'il le faut. Et je rappellerai sans cesse à l'ordre mes camarades de gauche, tous, pour leur dire « Attendez, il y a un astéroïde qui arrive, c'est l'extrême droite. Et nous, on a le nez dans le guidon de nos querelles, on a le nez dans nos haines cuites et recuites. C'est pas possible, ça. Il faut se secouer, il faut se sortir de là, il faut qu'il y ait un sursaut. Et qu'on ne se laisse pas aller dans ces deux gauches irréconciliables reconstituées comme le rêve Mélenchon et Hollande. Parce que la vérité, c'est que c'est Mélenchon et Hollande qui nous rejouent un congrès du Parti Socialiste comme un jour sans fin. Et ça, c'est pas possible. Attends une seconde, Le peuple de gauche, c'est majoritairement, mais de manière écrasante, il veut une candidature commune. Sûr. Il en a ras-le-bol de nos histoires, de nos salades. Et là, imagine Mélenchon appelle là. Ouais, non, mais ça, non, Et j'imagine pas ça, si je dois être très honnête. Non, mais si jamais Mélenchon il m'appelait là, Ouais. imaginons. Il me dit, ah vas-y, passe-moi Clémentine, faut qu'on trouve un terrain d'entente. Moi, j'ai pas trop envie de laisser ça. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais Moi, je suis toujours ouverte à la discussion. Si par exemple, vous faites un ticket, genre lui président, toi première ministre. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Mais par contre, moi, je suis toujours ouverte au dialogue. Mon téléphone n'est jamais bloqué, fermé. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien. Non. C'est bien. L'appel est lancé en tout cas. Franchement, il le verra. Et il viendra répondre. Je travaille pas. Le téléphone est, est toujours surbranché. Il faut se parler. Il faut jamais. Ouais, se parler, c'est sûr. Il faut se parler. Il faut pas fermer les portes comme ça. C'est sûr. Marie Tondelier dit un peu la Mais même pour chose. l'instant, le problème, c'est que on a créé Front Populaire 2027 en juillet dernier à l'initiative de Lucie Castet et que ceux qui ne sont pas venus, c'est les Insoumis. Olivier Faure était là, Marine Tondelier, évidemment, qui partage totalement cet objectif d'une candidature commune des gauches et des écologistes. François Ruffin, enfin, on était là, quoi. Et c'est la France Insoumise qui n'est pas venue, alors qu'elle était invitée par Lucie Castet. Donc après, on a commencé à construire quelque chose dans ce cadre-là. Et je regrette aujourd'hui, le problème majeur, c'est que les socialistes sont en train de quitter ce projet commun. Donc il faut les interpeller. Ouais. Je ne vois pas d'autres issues. Je veux dire, si on se retrouve avec 5 candidatures en 2027, le peuple de gauche, il va être désespéré. Désespéré. Ouais. On n'a pas le droit d'être irresponsable quand il y a le néofascisme à nos portes, quand le trumpisme frappe. C'est pas possible. Et comment d'ailleurs, notamment après la marche, alors que la marche en hommage à Quentin Desranques, militant d'extrême droite tué après un lynchage par des antifas, comment la France Insoumise a été aussi, et donc les forces de gauche par effet de ricochet, tu vois, a été diabolisée à mort, quoi. Pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on essaye de faire en sorte que ce parti soit aussi infréquentable? Moi, je trouve que ça se retourne après. Au bout d'un moment, à la fois ça laisse des traces et à la fois ça se retourne. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que là où ça se retourne, c'est qu'on voit que ça ne les empêche pas d'avoir gagné à Saint-Denis ou à Roubaix. Mais je pense que ça crée aussi des situations comme à Toulouse où une partie des électeurs qui auraient dû voter pour François Piquemal, du coup, ne votent pas. C'est-à-dire que cette campagne, ce bourrinage, mais aussi, de mon point de vue, des erreurs du côté de la France Insoumise, la manière difficile de poser un certain nombre de mots. Lesquels, par exemple? Moi, j'ai pas compris, par exemple, pourquoi on n'entendait pas le leader de la jeune garde, qui est député, s'exprimer. Raphaël Arnaud. Voilà, Raphaël Arnaud. J'ai pas compris pourquoi il ne parlait pas. Et par ailleurs, je continue de penser, même si je trouve que l'histoire se raconte différemment depuis qu'il y a toutes les images qui sortent. C'est dingue, hein? Oui. C'est Maintenant, dingue. des vieux tweets, des vieilles publications. Oui, et puis même ce que l'État savait. Bien sûr. Quand Oui. BFM sort les images où on voit que les renseignements généraux étaient au courant de l'altercation qu'il y avait eu avant et qu'ils n'y vont pas, c'est quand même un grave problème. Donc ça devient une affaire d'État, cette histoire-là. Donc il y a... Pour toi, quand des ça médias- devient une affaire d'État. Bien sûr, une affaire d'État, une affaire de médias.
sur le récit qui a été raconté. Mais moi, je ne regrette pas une chose, c'est que par contre, je pense que quand un homme est à terre, bien qu'il y ait eu, ils peuvent avoir provoqué, etc. Mais quand un homme est à terre, les images qu'on a vues où il est achevé alors qu'il est à terre, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture. Pour moi, ce n'est pas notre culture et notre manière de faire dans le rapport à l'extrême droite, cette violence et cette haine extrême. Et je crois qu'on pouvait le dire sans pour autant participer de l'héroïsation du martyr de Quentin de Renques, avec d'ailleurs la difficulté, on s'est retrouvés, et dans tous les groupes de gauche, à faire la minute de silence pour Quentin de Renques, qui je pense était la mauvaise idée. Ouais. Mauvaise idée, toi, la minute. Ah mais oui, mais j'y étais, comme des insoumis, comme tout le monde. On a été pris dans une rapidité, on était en colère de dire mais il faut 7 minutes, ils l'ont pas fait pour d'autres. On n'avait pas tous les éléments du récit, y compris sur l'intégralité de son profil, qu'on a découvert au fil des heures. Et donc oui, faire une minute de silence dans ces conditions, surtout quand on n'a pas fait pour plein d'autres, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est l'évidence. Ça, c'est un point qui est assez, qui vous sépare nettement de la France Insoumise. Cette histoire, pas la minute de silence, mais le fait de nommer, le fait que Raphaël Arnaud devait réagir, devait parler. Moi, j'ai pas dit qu'il devait démissionner. J'ai dit que je ne comprends pas pourquoi c'est un dirigeant politique. Ouais, non, mais moi, j'ai besoin qu'il m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pourquoi on en est arrivé là? Ouais. Est-ce que c'est quoi ça n'est pas leur méthode? On a besoin d'entendre. Et puis pardon, surtout, On a besoin d'entendre. même surtout la stratégie à adopter face à l'extrême droite presque. Parce que vous, à la France Insoumise, c'est plutôt on les chasse. Vous à la France Insoumise. T'as vu ce que tu m'as dit? Tu m'as dit vous à la France. J'ai dit à la France Insoumise, il. Je sais pas. Non, famille-vous. Mais pas grave. Peut-être demain. Peut-être demain. Demain. Non, à la France Insoumise, ils sont plutôt en mode on les chasse. On les chasse dans les rues, on les chasse partout. Donc, putain, tu me reprends si je me trompe, mais une stratégie de violence. Mais toi, plutôt face à l'extrême droite, plutôt une stratégie de dialogue assez offensif, mais pas de la violence. C'est ça? Comment on est antifasciste aujourd'hui? En chassant les néo-nazis. Bien sûr, parce que tu crois vraiment que dans les années 30, quand on les a mis dehors, on a gagné par des batailles de rue? Tu penses que si on dit maintenant, allez, les antifas, on va se les prendre, on va dans la rue, on va gagner comme ça? Non. Comment on a gagné en 36? On a gagné à partir du moment où, après le 6 février 34, où tu as des fascistes qui arrivent en nombre, ils font une démonstration de force aux Champs-Élysées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sursaut et on fait le Front populaire. Et on gagne en 36. Ça, c'est pas la même chose. Oui, mais donc si on est antifasciste cohérent, si on est antifasciste conséquent, eh ben, on crée le cadre politique qui nous permet de gagner pour l'emporter. Et je ne crois pas que dans le rapport de force actuel, la bonne idée, c'est de montrer que le plus antifa, c'est le plus viriliste qui va leur casser la gueule dans la rue. Ouais. Ça, je ne crois pas ça. Ouais. Se défendre, oui, mais 2000 fois oui, mais le mode viriliste d'approche du fascisme, Gromus, ça n'est pas ça qui va nous faire gagner face au fascisme. Je ne le crois pas. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique de l'élection de Bali Bagayoko, dont on salue évidemment l'élection à la mairie de Saint-Denis, et Pierre Pitt, pas oublier Pierre Pitt. Et Villepinte. Et Villepinte. C'est chez moi. Mélissa Youssouf qui a gagné. Aubervilliers aussi, Sofiane Karoumi, le Blanc-Ménil, le Bourget. Et Bali Bagayoko à Saint-Denis. Et moi, je suis très heureuse, vraiment, qu'il ait gagné cette élection. Je pense qu'il fallait en finir avec le maire sortant. Je crois vraiment qu'il ne correspondait pas du tout à la ville. Et c'est frappant, cette diversité, en fait, tous ces profils qui sont issus de l'histoire coloniale et qui, là, ont enfin droit de cité dans les institutions, dans les villes de banlieue, à l'image de ces villes. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très marquant de ces élections et qui n'a pas été suffisamment souligné. Et c'est pas que la République leur a donné leur place, hein. C'est que cette place, elle a été prise, elle a été conquise. Oui, complètement. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui me... Voilà, je suis une militante antiraciste. Je trouve qu'on a un vrai sujet sur la diversité. On s'est battu pour l'égalité entre les hommes et les femmes en politique. On n'y est pas encore, mais disons qu'avec la loi sur la parité, il y a vraiment un cap qui a été franchi. Et aujourd'hui, je crois que cette question-là, de ce visage politique qui ne peut pas être blanc et blanc de partout, quoi.
Ouais. Et en particulier dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc là, pour moi, ça a été un motif vraiment de joie, en fait. Ouais. Ouais. C'était quoi ta réaction? Moi, ça m'avait choqué, je t'avoue. J'étais un peu stupéfait quand on voit que dans Apolline Matin, une fake news qui est Incroyable. reprise. Bon, après, elle s'excuse. Ça, c'est tu bien. vois. Ça, c'est Voilà, bien. elle s'excuse et tout. Bon, J'ai envie de dire, je suis une femme. Un homme, il aurait pas fait, je pense. C'est vrai. Un homme, il aurait laissé. Il aurait dit allez. Gueulez dans votre Elle coin, là. s'excuse assez vite. Oui, elle aurait déjà assez vite, Vous ouais, êtes bien sûr, tout à bien sûr, complètement. Oui, c'est tout à son honneur. Mais bon, elle a quand même repris en direct, Ah bah oui, c'est avec des millions d'auditeurs et tout. incroyable. Tu vois, Incroyable. les jeunes issus de la diversité, tu vois, en vrai, dont je fais partie aussi. Et on- Dur, hein. tu vois, C'est dur, hein. on n'a pas besoin de ça, tu vois. On n'a Non, pas besoin de ça. surtout pas Tu besoin. vois, Surtout pas. dans les regards, déjà, la suspicion, et C'est ça, les on stéréotypes, c'est tu vois, ouais, tu c'est vois, franchement. Après, moi, j'ai réagi, je trouve ça Ouais, insupportable. ouais, Je trouve ça ouais. vraiment insupportable. Mais du coup, voilà, il y a ce truc un peu. Je n'ai même pas l'impression que c'était l'idée, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté des médias mainstream français de favoriser l'extrême droite très clairement? Est-ce qu'il y a une stratégie politique derrière ça ou c'est juste que. Bah, il y a Bolloré, hein. Aussi, c'est une fuite de bourde. Bah, Ouais, dis-moi. mais Bolloré, c'est pas. Mais Bolloré, c'est pas. T'as des trucs sur BFM TV, t'as des casseroles sur BFM TV, t'as des casseroles. Il n'y a pas Oui, que il Bolloré. court tu vois. après CNews aussi. BFM Voilà. qui court après CNews. Mais aussi la presse écrite, aussi la radio, aussi. Oui, mais il y a une bollorisation, tu vois, au sens Même un les peu générique, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Avec une invisibilisation de certains sujets. Ouais, Bien sûr. ok. Les violences policières, tu vois, qui sont. J'ai l'impression que moi, maintenant, mon JT, je le fais sur Twitter, tu vois. Ouais, mais ça, c'est le problème, c'est que tout le monde finit par vivre dans son, Bah ouais, mais. dans son monde, dans son univers, Ah ouais. et il y a plus de commun. Oui. Et ça, c'est quand même un vrai problème. C'est qu'il faut quand même qu'on retrouve des espaces de commun. Et Donc, donc, tu vois. si la gauche arrive au pouvoir, moi, je te dis, une des premières mesures, ça doit être la loi anti-concentration dans les médias. Exactement. Parce que c'est la condition de la démocratie. Et elle est menacée aujourd'hui par ces médias bollorisés, c'est effrayant. Et comment leur tordre le cou alors? Comment leur dire non, ça vous avez passé à la caisse, ça va être grosse amende, fermeture de chaîne, nan. Toi, tu penses que ça va être plus. Ta loi elle va permettre de vraiment. Parce que l'Arcom, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu pieds et mains liés, quoi. Ouais, mais ils font pas toujours bien leur travail. Hein. Ouais. Ils mettent en garde, machin, ils sanctionnent pas suffisamment. Donc déjà, il faut remuscler l'Arcom. Mais la loi anti-concentration, c'est l'impossibilité légale de posséder plusieurs titres quand on a plein d'argent. C'est aussi donner du pouvoir aux rédactions par rapport aux détenteurs de capital. Enfin, je veux dire, une loi anti-concentration, elle va avoir différents volets qui vont permettre de donner plus de pouvoir aux rédactions sur les rédactions, pas simplement les syndicats, Ouais. les rédacteurs, la société, aux journalistes en fait. Que le pouvoir il soit davantage dans les mains des journalistes que dans les mains de ceux qui détiennent le capital. Est-ce que c'est pas trop tard, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas. Non. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu c'est bon maintenant, il y a des médias qui ont été créés, il y a une parole qui s'est installée dans les consciences, profondément ancrée. tu Non, vois. mais si tu me dis que la situation est alarmante, je suis d'accord. Ouais, tu vois, vraiment. Maintenant, le côté c'est terminé, on peut plus rien faire, non, je partage pas. Hmm. Je partage pas. Et c'est pour ça aussi que la responsabilité de la gauche, elle est immense. Et quand je vois le spectacle quotidien qu'on donne à voir, mais des fois, j'ai envie de me terrer sous mon lit et de me dire, mais au secours, quoi. C'est honteux, tu vois. C'est grave ce qui se passe. C'est... Tu vois, jusqu'à très tard, il y a des gens qui sont encore allés chez Morandini, tu vois. Ah non, mais c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Est-ce qu'il y a une souffrance populaire qui pour toi est tue? Est-ce que cette souffrance populaire, et c'est la question que j'avais posée à Sandrine Rousseau, Ouais. va créer une insurrection civile qui est inévitable? Si la l'extrême société droite arrive au civile. pouvoir. Ok, ça va, arrive au pouvoir. Moi, ce que je crois, oui, c'est que l'extrême droite est un facteur de guerre civile. Ah oui, je crois vraiment ça. Parce qu'ils ont une lecture de la société qui ne peut aboutir qu'à la guerre civile. C'est pour ça qu'ils sont dangereux. C'est une des raisons. Enfin, c'est des gens qui ne peuvent pas pacifier la société et du coup qui ne peuvent pas la sécuriser en vérité. Pas du tout. Ça va accroître les tensions puisque leur projet, là, leur colonne vertébrale, elle est structurée sur le eux et le nous. Hein. Donc c'est un nous non pas inclusif, mais un nous qui exclut et qui exclut sur la base évidemment du racisme, de la xénophobie, hein, de mettre dehors les migrants, de s'en prendre à l'intérieur, de faire du tri entre les blancs, les arabes, les musulmans, fondés aussi sur la religion réelle ou supposée. Donc ça, c'est le cœur, comme c'est le noyau. Mais aussi à l'intérieur du peuple sur les assistés versus ceux qui sont au SMIC, qui travaillent, qui seraient méritants, et d'opposer les uns aux autres. Donc quand on est dans cette logique d'opposer les uns aux autres, on ne peut obtenir que ça. Alors que nous, ce qu'on essaye de faire,
c'est de relancer la dynamique de l'égalité. Et la dynamique de l'égalité, elle crée du nous aussi, parce qu'il y a une panne du nous aujourd'hui. C'est en panne le nous. Ouais. Eh bien, si on veut le relancer... Les gens se parlent même le projet commun, le mot république, tu vois bien que tout ça est en lambeaux. On est dans une société qui est désarticulée, qui est individualisée, avec beaucoup d'égoïsme. Et l'extrême droite flirte là-dessus. Mais eux, le nous qu'ils veulent faire est un nous d'exclusion. Et nous, le nous qu'on veut remplir, c'est le nous du commun. C'est le nous qui permet aux gens de pouvoir être pleinement dans la société, de créer du lien. Et ça passe par relancer la dynamique de l'égalité. Ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, c'est deux projets qui sont absolument... Et je pense que nous sommes du côté de la pacification de la société. Non, c'est bien. Tu vois, c'est investir dans les services publics, bien sûr, créer plus de protection plutôt que de stigmatiser, c'est augmenter les salaires pour que les gens ils puissent vivre dignement de leur travail. Enfin, tu vois, c'est des choses assez claires. Et toi, ce constat alarmant... Ce constat un peu alarmant et tout que tu dresses et tout, est-ce que c'est de la faute à Macron ? Est-ce que Macron y est pour quelque chose dedans ? Dans la montée de l'extrême droite ? Ouais. Énorme. Donc il n'y a pas que les médias, c'est aussi un truc politique quoi. Bien sûr, c'est énorme sa responsabilité. Un peu comme Mitterrand quand il a été élu 2 fois pour faire barrage à l'extrême droite et il en est devenu la passerelle, la passoire. Enfin, c'est effrayant. Ouais. Effrayant. Et à tout point de vue, tu peux prendre tout, il coche toutes les cases. Oui, idéologique, il a donné beaucoup de choses, mais aussi concrètes à l'Assemblée nationale, où on entend Yaël Braun-Pivet nous expliquer que M. Chenu, vice-président, est vraiment un très bon vice-président. Enfin, non seulement il leur donne les places, mais en plus, après, ils leur font des câlins, etc. Ouais. C'est effrayant. Et même sur l'entente politique, même si le RN quand même eu des pauses de défiance avec des motions de censure, etc. Mais c'est plus c'est du copinage, quoi. T'es méchant, ouais, clairement. C'est grave. Tu veux déviriliser la politique. Ouais. Ça consiste en quoi, déviriliser la politique ? Et alors, est-ce que c'est le constat aussi, tu t'es dit, voilà, Trump, Poutine, Xi Jinping, l'Iran et tout, le côté un peu genre mec viriliste et tout, tu dis là, bon, les gars, stop. Il faut descendre en tension un peu. Tu vois que la politique, elle a été faite par des hommes et pour des hommes. Tout le vocabulaire, c'est un vocabulaire guerrier. On est des militants, tu vois, on est dans la lutte. Moi, je vois quand j'écris, j'essaye de les gommer. Et bien souvent, c'est très compliqué. C'est la bataille politique, tout est, tu vois, du registre guerrier, en fait, viril. Oui, c'est vrai. On est des militants, militaires, enfin, tu vois, c'est tout est gangréné. Et dans les pratiques, on est beaucoup dans l'affrontement. Tu vois, on a des méthodes qui sont liées à l'affrontement, qui est le plus gros, qui est la plus grosse, quoi. C'est vraiment ça, il faut s'auto-affirmer, il faut avoir des muscles, écraser les autres. Donc déviriliser, ça veut dire changer aussi ce rapport à comment on construit des solutions, à gauche, ça nous ferait beaucoup de bien. Si on veut construire l'union, je pense que déviriliser les rapports entre les uns et les autres serait pas mal. Ouais. Je voyais un socialiste qui disait maintenant, il faut montrer qu'on a des couilles. Voilà, on est là, on est au 21e siècle. Qui en a dit ça ? Voilà, encore aujourd'hui, là. Voilà, il faut quelqu'un qui ait des couilles. Bah non, en fait. Bah non. Non. Ça fait pitié de dire ça en vrai. Ouais, ça fait pitié, mais ça correspond à quelque chose. Même les matheux et tout, ils se disent pas, franchement, la société, elle a évolué, on voit que la société, elle a évolué autour de nous. Mais malgré ça, on va tenir quand même à des trucs. Ouais, mais pas en politique. Le temps des femmes arrive difficilement en vérité en politique. Ouais, mais il va y en 2027, tu vois, on n'a pas encore eu de présidente de la République. Première ministre, quand elle est nommée, c'est un événement. Il y en a eu 2, je crois, en 5ème République, là, pour l'instant. Cresson et Borne. Ouais, et Cresson, ça n'a pas duré longtemps. Et là, ça a duré de quelques mois. Ouais, parce que oui, il a été épouvantable. Ouais. Dans un milieu de mecs, quoi. C'est ça. Le mec, celle-là, on va la descendre parce qu'elle a trop de pouvoir. Comment ça, c'est une femme et tout, là, c'est bizarre. En vrai, c'est bizarre, tu vois. Ça pose plein de questions pour les femmes. Ouais. Sur comment faire de la politique sans devenir... sans nous-mêmes entrer dans les codes masculins, c'est compliqué. Ouais. On a de la chance parce qu'on est beaucoup plus nombreuses qu'avant. Donc je trouve qu'on arrive mieux à se déprendre un peu de tout ça. Mais il y a encore un énorme travail à faire. Ça t'arrive de mettre des stops encore à des personnes qui peuvent avoir des remarques un peu sexistes en politique et tout là. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi le dernier truc que t'as entendu par exemple ? C'est plus le rappel à l'ordre sexiste sournois qui me frappe. À l'Assemblée ? Ouais, mais même dans les comportements politiques, c'est pas les choses les plus évidentes. C'est pas l'outrance. C'est pas celui qui dit un gros truc bien macho. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est tous les jours ces petits rappels à l'ordre des sexes. Et ces codes très virils pour faire la politique. Pour moi, c'est ça qui me dérange en fait. Ouais. L'outrance, elle passe plus aujourd'hui.
quelqu'un qui dit un gros truc dégueulasse, hyper sexiste, en fait, il est rappelé à l'ordre. Mais ce qu'on n'arrive pas à vraiment à transformer, c'est toutes ces petites choses tous les jours qui te rappellent que toi, tu es une femme, ou qui te rappellent que les codes pour faire de la politique, c'est les codes des mecs bien virils, durs, qui... Voilà. Et ça, c'est ça qu'il faut changer. Et tout ça est excité par Donald Trump, tu vois. Mais ouais, franchement, magnifique. T'as un coup de fourchette, comme on dit dans le Luberon. Incroyable. Grosse mangeuse, je vais pas raconter Ah non, de salade. franchement, Pas de salade, je mange la salade, mais... Ouais, j'ai jamais mangé, avec moi. plein de cadmium dedans. Je suis gourmande, en C'est fait. trop bien, c'est trop bien. Ouais, j'aime bien. C'est trop bien, Regatta, c'est trop bien. Je sais pas si c'est très élégant à l'image, mais On va arriver. on s'en fout, hein. C'est pas grave, hein. On a dit qu'on était comme ça. C'est une émission de bonne bouffe, de voilà, hein, franchement, de kiff, de détente, de famille, quoi. Vraiment, pas de. Parfait. Tu Bon vois. appétit. Qu'est-ce que tu as pensé de ces trucs-là Est-ce que tu trouves qu'on a basculé dans un autre monde avec l'arrestation, moi ça m'a choqué ça, l'arrestation de Maduro. Sans droit international, Incroyable. on n'a consulté aucun pays, on n'a Incroyable. consulté personne. Le mec il arrive comme ça, il dit hey, 2h du matin, moi j'ai rien à faire. Et c'est Bascule. capturé Maduro. Bascule total. Délire total. C'est trop bizarre, c'est vraiment bizarre. Mépris absolu du droit international. Il est pas inquiété le gars. Mais il n'a pas arrêté. Après, les menaces d'annexer le Groenland. De toute façon, Israël qui s'assoit sur le droit international matin, midi et soir. Petit bas. Voilà. Et maintenant, l'Iran. L'Iran se parle. Ils n'ont pas de mandat dans le cadre de l'ONU pour intervenir. Et le résultat commence déjà à se voir que, en fait, on ne libère pas un peuple avec des bombes sans aucun mandat de la communauté internationale. Ouais. Alors que les Iraniens ont le droit à la liberté. Ils sont légitimes à exiger la liberté et la fin du régime des mollahs. Il faut les soutenir, vraiment. Mais je ne crois pas que ce type d'intervention permette d'aboutir à l'objectif fixé, c'est-à-dire d'apporter la démocratie en Iran. Ouais. Et ce C'est type un qui se autre- croit Trump, hein, c'est un danger planétaire de très très haut vol. Très haut vol. Le mec. Et il profite du fait que depuis tant d'années, en fait, le droit international est piétiné. Il arrive en bout de chaîne. Le multilatéralisme a été malmené. Et en fait, on a laissé tout ça crever. Et lui, il arrive, il dit, mais de toute façon, c'est mort. Allez hop, moi, j'en ai rien à foutre. Et j'y vais, quoi. Mais tout ça, c'est aussi excité aussi par nos médias, la radio, la presse, la télé, souvent les chaînes info, quasiment toutes les chaînes d'info, tu vois, disent aujourd'hui pour être respecté, ils reprennent l'ancienne de Macron, qui dit pour être libre, il faut être craint, il faut être respecté. Bah voilà. On va- Tu vois, on revient dans nos trucs virils. Là. Je vais inaugurer un. Bah, tu vois, on revient dans nos trucs Gitoy. virils. Ouais, tu vois. C'est pas vrai. Ouais, là, j'ai un sous-marin derrière moi, là, il envoie de la catapulte, je peux te dire là, les frérots. Il avait fait un discours et tout. Mec, martial et tout. Je dis bon. Ça n'apporte pas la paix. Ça n'apporte pas la la paix. paix, tu vois. Genre vraiment, Chirac, il avait ce truc-là. Mitterrand, il avait ce truc-là. Mais Macron, c'est un truc genre, vraiment, c'est. Je suis jeune, Derrière Pierre, derrière le porte-avions. tu vois. Avec 200 militaires réquisitionnés. Il est très erratique dans sa politique dangereux de fou. Je internationale crois qu'il a pas de troisième et mandat. diplomatique. Erratique, tu vois, c'est-à-dire en fait, il fait des zigs et des zags et des zigs et des zags. À un moment, on dit ah tiens, c'est pas mal. Et puis le lendemain, il fait autre chose. Puis le surlendemain, il fait encore autre chose. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de cohérence. Et surtout, il n'y a pas de détermination. C'est-à-dire qu'on ne sent pas que face à Trump, Poutine et Netanyahou, il dit stop. Et il a une stratégie d'alliance pour essayer de construire un front qui défende le droit international face à cette alliance des impérialistes le fait néofascistes. Non, il ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'il fait Il fait pas grand-chose. Hein. Mais parce que ça n'est pas profitable, peut-être politiquement, pour dire après, quand il Ouais, il a reviendra bien dans tort. 5 ans, quand je vais partir, ça va être la merde. Vous allez voir, les États-Unis, Israël, allez, ça va continuer à être la merde. Ouais. Vous allez avoir besoin de moi dans 5 ans, je vous jure, vous allez avoir besoin de moi. Ouais. Et tu vois, donc c'est pour ça qu'il reste un peu sur ce truc un peu. Vous ennuyez dans 5 ans. On sait pas de quoi demain il fait. Oui, mais on n'aura pas besoin de lui. Ça, je t'assure. Ah oui, 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 non, ça. Ouais, je te dis pas que lui va pas Ouais, d'accord, ouais. qu'on n'aura pas besoin. Ah oui, oui, oui. Non. Une question maintenant, un peu plus poétique. T'as une amie architecte qui s'appelle Catherine Tricot, Oui, qu'on salue, tout à fait. Salut, Salut Catherine. voilà, qui dit une phrase magnifique. Enfin, qui pose une question magnifique que j'aimerais te reposer. Quand est-ce qu'on arrête d'être un enfant? D'où est-ce qu'elle a dit ça Elle a lu dans un portrait libéré. Ah Et Bah, ça me parfois. rappelle, et pardon, ça me rappelle cette phrase d'Apollinaire qui dit il faut toujours garder dans sa main la main de l'enfant qu'on a été. Ouais. Après, tu sais,
Je pense que ça dépend des vies aussi. Moi, j'ai l'impression très tôt d'avoir été empêchée d'être une enfant. Très tôt. Enfin, voilà, parce que ma mère était pas en état pour elle-même et pas en état de s'occuper de moi. Et du coup, je me suis trouvée très tôt à devoir jouer un rôle qui n'était pas le rôle de l'enfant, d'essayer de la protéger quand elle aurait dû me protéger, en fait. Et donc, chacun fait aussi avec son histoire comme il peut. Ça s'arrête quand on peut aussi. On n'a pas toujours le choix de pouvoir garder ça. Mais je crois qu'on a toute la vie une petite part d'enfant en soi, avec ses aspects jolis et ses aspects moins jolis aussi. Parce que l'enfant qu'on a en soi, c'est aussi l'enfant qui a peur, l'enfant... T'as été blessé. C'est pas que l'enfance... on peut avoir cette part de l'enfance, c'est-à-dire de la naïveté, de l'instant présent, qui est une sorte de joie qui peut être celle d'une joie qui n'a pas été remplie par les rancœurs, par les échecs, par la dureté. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de garder. Mais l'enfant, pour moi, c'est aussi l'enfant comme il est quand il est enfant, avec ses peurs, ses angoisses, ses traumas. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement avoir gardé cet enfant en soi? Pour moi, c'est un peu les deux et ça dépend des gens. Il n'y a pas de règle. Réponse ouverte et qui vient boucler la boucle sur la fenêtre d'évasion qu'on peut se créer quand parfois on en a marre d'une vie faite... Mais tu sais, la politique, c'est aussi une évasion, hein. En vrai. Tu penses Je pense pas, j'en suis sûre, c'est un vécu. Enfin, je veux dire, moi, c'est parce que... aussi, c'est l'évasion, une évasion. Oui, parce que, par exemple, je te prends un exemple très concret. Quand j'ai été victime de viol, à partir du moment où j'ai fait de la politique de cet événement qui m'était personnellement arrivé, eh bien, j'ai réussi aussi à m'échapper à mon destin noir, dur. Tu vois, c'est la lutte collective, elle m'a aussi permis de m'évader de mon destin personnel, tragique, autour duquel je tournais et je ne voyais pas de solution. Et la solution, elle était dans la lutte collective. Donc, on a peut-être parfois envie de s'évader de la politique, parce qu'il y a des jours où on en a ras-le-bol. Mais il faut aussi dire que l'engagement, la politique, l'engagement, c'est aussi quelque chose qui permet de s'évader de ses propres... ce propre enfermement parfois dans des choses difficiles à surmonter. Et la politique permet de créer... C'est pour ça que j'aime pas les discours des politiques qui disent « moi, je fais que par altruisme ». Tu vois, non, j'espère que ce qu'on fait est utile. Franchement, si c'est pas utile, c'est dur pour nous. Je pense que quand on s'engage, on a envie d'être utile. Ouais. Mais moi, je raconte pas aux gens, je fais ça que pour vous. D'ailleurs, ils ne me croiraient pas, je trouve que c'est un mensonge, c'est insincère. Mago à fond, ouais. Voilà, je trouve ça hyper insincère. Ouais. Donc oui, j'ai envie de changer pour vous la situation, mais je sais aussi que mon engagement, c'est une nécessité pour moi-même. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et pour notamment avancer aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important d'en parler, la cause des femmes, et notamment aller plus loin encore dans la criminalisation des violences sexistes et sexuelles, qui est... Non, c'est pas aller plus loin dans la criminalisation des violences sexuelles et sexistes. C'est aller plus loin dans les politiques publiques qui permettent de prévenir et d'accompagner. Encore une fois, de la pacification, bravo. Mais oui, parce que le problème, il est là. Il faut mettre 2-3 milliards sur la table pour faire en sorte que la loi soit appliquée. C'est pas je dis franchement, hein, je veux dire, en matière de violences sexistes et sexuelles, la loi, elle est assez... coercitive, mais elle n'est pas appliquée. Donc on peut encore la durcir, mais ça n'a aucun sens en fait. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse être appliquée. Et surtout, il faut accompagner les femmes, il faut repérer quand il y a des violences. Il y a très peu de peines qui sont appliquées. Il faut traiter aussi les violeurs, les agresseurs. Qu'est-ce qu'on fait? On les met en prison et quoi alors? On les traite? Comment on fait? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, pacifier la société. C'est pas criminaliser, faire des lois toujours plus répressives. C'est pas vrai que ça va marcher. C'est mon côté droitard. Ouais, c'est ton côté droitard. Non, mais moi, c'est mon côté pragmatique. Non, mais ça ne marche pas. Donc, c'est pas la peine. Voilà, faut être efficace. Non, mais je trouve ça vachement faut être efficace. Vraiment honorable de ta part. Bien sûr. Bon. Et l'efficacité, elle est dans la prévention, l'accompagnement, la réparation, l'éducation. C'est là que ça joue. C'est sur ce terrain qu'on va gagner. Et on va gagner, tu sais. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite, Clémentine. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était génial. Merci infiniment. Merci. C'était saucé.